toutes et à tous. Moi, c'est Lewis. Je suis ravi de vous accueillir avec Lucie, euh, qui co-anime de l'équipe Happy Quest et qui s'occupe de toutes vos questions dans le chat et de la technique. Et Maxime, mon ami de Marche tes paroles. Donc, Salut. bienvenue, bienvenue aussi, Maxime, avec nous. Juste pour se lancer, moi, j'adore savoir comment ça va pour vous en ce moment. Donc, n'hésitez pas dans le chat sur une échelle de 1 à 10 à nous partager comment ça va vous maintenant en nous rejoignant aujourd'hui. Ça donne toujours une petite idée et, euh, et avec plaisir. Et merci pour les petites caméras allumées. Ok, Elsa, 6 à 8 avec vous. 6 à 8 avec... Merci, ravi qu'on contribue à plus 2. Un petit plus 2, c'est déjà très chouette. Ah. Donc, on va commencer. Donc, je commence à me présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Lewis, je suis le fondateur d'AppyQuest. Je suis un ancien ingénieur en énergie durable reconverti dans l'énergie humaine. Je suis diplômé en intelligence émotionnelle et en psychologie positive à l'université Berkeley et formé depuis 2 ans à la communication non violente avec Thomas Dansbourg notamment. Voilà, et Maxime, je te laisse te présenter et présenter Marche tes paroles. Super, merci Lewis. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc moi, c'est Maxime. Ça fait plus de 3 ans que je suis formateur en communication bienveillante. Marche tes paroles, c'est le nom de mon activité. J'anime des stages de développement personnel et je propose des formations à des associations, des entreprises et puis des personnes euh, pour du développement personnel, des particuliers. Et j'ai la joie d'être avec vous et de pouvoir partager ces quelques petites clés de communication bienveillante pendant cette heure qui nous permettra de nous connecter un peu. Et je serais ravi aussi de voir d'autres visages. Merci à celles et ceux qui mettent des visages. Ça me permet d'être, moi, ça me permet de mieux me connecter. Voilà. Merci Max. Lucie, tu as un petit mot? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et d'aborder ce sujet essentiel de la communication bienveillante aux côtés de Lewis et de Maxime aujourd'hui. Yes, merci, merci Lucie. Et donc, juste en 2 mots, Happy Quest, une entreprise sociale qui donne les clés et l'énergie pour agir, pour mieux travailler ensemble au travail. On crée des parcours ludiques, interactifs, apprenants pour permettre à chacun de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Voilà, en quelques mots, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, on a un site internet et tout ça. Et ce n'est pas l'enjeu de notre webinaire du jour. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors, trois parties avec l'intention, c'est de vous faire vivre la communication bienveillante au-delà de la comprendre, parce que c'est vraiment l'enjeu. Et donc, c'est un vrai défi en 1 heure de faire cela. Donc, on va essayer d'être concis sur la théorie pour vous faire permettre de vivre un maximum de pratiques. Et en même temps, l'enjeu, c'est que ça soit interactif et que tout soit bien clair pour vous. Donc, n'hésitez pas à chaque instant à poser vos questions dans le chat si besoin, et on prendra des temps au fil de l'eau pour y répondre. Donc, n'hésitez pas là-dessus et Lucie pourra remonter les questions au fil de l'eau. L'intention, c'est d'essayer de rester pour l'instant micro coupé pour que ça permette plus de confort auditif pour tout le monde. Alors, première étape, la communication bienveillante. Pourquoi? Donc, en gros, c'est quoi l'utilité? C'est quoi l'intention derrière ce type de communication? Et c'est quoi les idées reçues autour de ça? Donc, on va explorer ça. Deuxième partie, le mode d'emploi. C'est assez connu en CNV, les 4 étapes de la communication non violente. Donc, la communication bienveillante est inspirée de ça. Donc, on va aller voir les observations, les sentiments, les besoins, les demandes et surtout comment ça peut se traduire de manière très concrète dans votre quotidien de travail. Et enfin, communiquer au-delà de soi, communiquer avec les autres. Et donc là, on va faire un temps de pratique en binôme, en sous-salle. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter dans le chat si vers 14 h, vous devez vraiment partir pour éviter qu'une personne se retrouve toute seule à faire l'exercice dans une sous-salle. Ça serait dommage. Donc, n'hésitez pas à nous partager ça si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin. Voilà pour le programme. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je propose d'aller directement sur la communication bienveillante. Pourquoi?
Alors, quelle est l'utilité de la communication bienveillante? Alors, ça a une utilité, pour soi déjà, pour mieux se connaître, pour, s'affirmer, pour, être plus aligné avec ce qu'on a envie de vivre, dans la vie, vivre plus de joie, de détente, de 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 confort au quotidien. Et ça a aussi un impact, au travail pour mieux travailler ensemble, mieux se comprendre les uns les autres et idem dans les relations personnelles. Et donc pour vous donner moi un exemple de ce à quoi ça m'a profondément servi et pourquoi je suis aussi enchanté et réjoui d'être avec vous maintenant, c'est que, ça a été, profondément transformant dans ma vie et ça m'a permis de me reconnecter à moi, de découvrir toutes mes émotions et à quel point elles pouvaient m'être utiles pour, vivre, heu, plus de joie au quotidien et à quel point ça a nourri mes projets, notamment au sein d'Happyquest où, j'ai un peu le rôle de manager d'équipe, même si c'est pas trop, comme ça qu'on voit les choses au sein de notre équipe de travail. À distance, bah, ça a été, des clés très concrètes pour traiter les tensions quand il y en a eu au quotidien avec la charge de travail. Des fois, il y a eu des incompréhensions et des tensions et le fait d'avoir des clés de communication bienveillantes, ça a permis à toute l'équipe, bah, de s'exprimer, de mieux se comprendre et de se souder. Voilà, une utilité parmi d'autres. Max, je te laisse, illustrer aussi, en quoi ça a été utile pour toi, la communication bienveillante. Ok, merci Lewis. Eh bien, je vois devant moi pour soi, au travail et ses relations personnelles. Si je peux vous donner quelques exemples, on verra par la suite que derrière des sentiments, il y a des besoins. Et c'est vraiment là la clé de la communication bienveillante. Alors, des exemples pour moi. euh, Dans l'application avec moi-même, déjà quand je rentre du travail et que j'ai passé une journée un peu compliquée, que je suis fatigué et rincé, vous avez peut-être déjà vécu ça. Et au lieu de rentrer chez moi et de ne pas être conscient de tout ça et de déverser ça sur ma conjointe ou sur les amis qui peuvent être à la maison, sans qu'ils comprennent pourquoi et que ça crée tout de suite des tensions dans l'arrivée dans le lieu de la maison, eh bien, je prends un petit temps pour m'arrêter et me dire: «Tiens, comment je me sens? Ah ouais, c'est vrai que je suis fatigué, je suis rincé, ça s'est mal passé avec, mes clients et du coup, là, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de calme, j'aurais besoin de temps pour moi, j'aurais besoin de m'évader un peu» et soit je prends, tout simplement le temps d'aller dans le jardin et de respirer un peu, soit je passe, par, les bords de la rivière et tout simplement, le fait d'en prendre conscience, je nourris moi-même mes besoins de calme et de temps pour moi. Et quand je rentre, je suis davantage disponible. Ça paraît rien, mais ça a changé ma relation avec ma copine. À côté de ça, au travail, euh, vous avez certainement déjà vécu des situations où vous proposez quelque chose et l'autre en face est contre votre proposition et il part dans toutes ses idées. Et moi, dans ces moments-là, il y a une partie de moi qui a envie de lui dire écoute, vas-y, ça me gonfle, fais comme tu veux. De toute manière, on ne s'entend pas. Et c'est là où je peux sentir la fracture. J'ai plus envie de bosser avec lui, il n'a plus envie de bosser avec moi. Il n'y a pas très longtemps, je vous donne un exemple. Je pilotais un projet avec un ami et on devait faire une réunion. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit: «Ah tiens, je viendrai bien à votre réunion, ça m'intéresse ce sujet». Et quand j'en parle au copilote, il me dit: «Non, ça va foutre le bordel, plus personne ne va rien comprendre et tout ça». Alors mes premières pensées, c'est: «Ah, il est borné, il est fermé, de toute manière, on ne peut pas bosser ensemble, c'est pas possible». Et derrière, quand je prends un petit temps pour me centrer, je me dis, OK, je suis un peu agacé quand je l'écoute parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'accueillir les élans des gens qui viennent pour contribuer au projet. Et je trouve ça chouette et j'ai vraiment envie de ça. Une fois que je me suis dit ça, déjà, je m'apaise un peu. Et ensuite, je suis capable de me mettre en lien avec lui. Quels sont ses besoins quand il dit ça? Lui, il est en train de me dire, ça va être le bordel, les gens vont pas comprendre. Et bref, je le laisse s'exprimer comme ça pendant 5 minutes. Il fait un peu un monologue et à la fin, je me centre sur ses besoins à lui et je lui dis: OK, si je comprends bien, ce qui est important pour toi, c'est que ça reste clair pour tout le monde et que on puisse être efficace dans la réunion. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, Maxime. OK, je te comprends et en même temps, moi, ça me ferait plaisir d'inclure des nouvelles énergies. Est-ce que ça te va si, du coup, la personne qui vient, elle reste spectatrice, comme ça, elle n'interfère pas, on reste efficace et en même temps, je précise aux gens que c'est une nouvelle personne. De cette manière-là, ça reste clair pour tout le monde. Ah bah, dans ces conditions, oui, ça me va. Et vous voyez, j'ai juste pris soin de prendre conscience de moi, mes sentiments, mes besoins
Ensuite, j'ai essayé de reformuler ses sentiments et ses besoins et ça a tout de suite mis de la fluidité dans la relation, quoi. Donc, ça me semble vraiment très utile au travail et en même temps, vous percevez peut-être que ça demande d'avoir pas mal travaillé sur son discernement personnel pour être capable de donner de l'empathie à l'autre assez rapidement. Et enfin, dans les relations personnelles, il y a des fois, ma conjointe rentre et elle a passé une sale journée. Elle n'a pas pris le temps de passer dans le parc et tout ça, et elle a qu'une envie, c'est de décharger. Alors, mais comment ça se fait que l'éponge elle est encore dans l'évier, et puis il y a ceci, et puis il y a cela, et là, je m'en prends plein la tronche. Si je me concentre sur ce qu'elle me dit, je peux avoir envie de réagir et on va passer une sale soirée. Si maintenant je me concentre sur ce qu'elle vit, je me dis, j'ai l'impression qu'elle est stressée, qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée. Et je pense que là, elle a surtout besoin de décharger, besoin de s'exprimer, besoin d'être écoutée. Et du coup, je suis juste en lien avec ce qu'elle me dit. Et je la regarde même des fois avec un petit sourire qui l'énerve. Et au bout d'un quart d'heure, elle me dit bon, je te remercie. Et hop, on passe à autre chose. C'est ce qu'on appelle de l'empathie silencieuse. Je comprends son besoin et je m'arrête à ça, quoi. Voilà quelques exemples qui me sont très utiles dans le quotidien pour illustrer un peu tout ça. Merci, merci Maxime. N'hésitez pas dans le chat à voir si ces situations résonnent pour vous et si vous aimeriez peut-être les vivre avec moins de tension de temps en temps. Bah, la communication bienveillante est là pour ça, entre autres. Et du coup, l'intention derrière ça, et pour reprendre l'exemple de Maxime, c'est en fait de se connecter à l'autre et d'essayer de le comprendre au-delà de ce qu'il dit, de ses mots, de comprendre ce qu'il vit. Et c'est vraiment pour moi le point essentiel. Et s'il y a une seule chose à retenir de cette heure ensemble, c'est vraiment ça l'enjeu clé, c'est l'intention d'une communication bienveillante. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations? Est-ce que j'ai envie de vivre des relations harmonieuses, apaisées, joyeuses, où chacun contribue, et ou essayer d'avoir tort et que l'autre a aussi d'avoir raison, que l'autre ait tort. Et de se rattacher à la connexion en disant bah, plus je vais être à l'écoute et essayer de me rapprocher, de rejoindre l'autre là où il est. C'est ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre dans les baskets de l'autre et de comprendre en fonction de ce qu'il pense, voilà, d'essayer de comprendre ce qu'il vit. Et ben, plus on va être dans cette intention-là, plus l'autre va le sentir et ça va permettre de se rejoindre et après de mieux se comprendre pour derrière trouver des manières de vivre ensemble de manière harmonieuse et que, on puisse s'entraider pour que les échanges entre nous, les interactions soient gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve. Et donc c'est vraiment, cette intention-là qui pour moi, est précieuse et c'est la première étape qu'on oublie souvent. On pense souvent aux 4 étapes, du processus, mais en fait, une image que j'aime bien, que j'ai découvert d'Isa Padovani, une des références en communication non violente, c'est vraiment, si il vous manque l'intention, même si vous faites 4 étapes d'un processus, essayez d'obtenir ce que vous voulez avec, 4 doigts mais sans votre pouce, ça sera compliqué. Donc, vraiment, s'il y a une chose à retenir, j'ai découvert ça ce week-end. J'aime bien cette image. Du coup, la chose à retenir de ce webinaire, et vous pouvez partir juste après, c'est l'intention de connexion. Est-ce que Maxime, tu veux en partager? Oui, je partage l'intention de Marshall Rosenberg. L'intention de la communication bienveillante, c'est de créer une qualité de relation, de connexion qui permette de comprendre les besoins des deux pour pouvoir satisfaire les besoins des deux. Et c'est sans la connexion, sans la relation, c'est pas possible. Donc ça demande vraiment de chercher à rentrer en empathie l'un avec l'autre sans jamais s'oublier soi, sans jamais démissionner de ses besoins et en étant aussi à l'écoute des besoins de l'autre. Et vraiment, il y a ce mouvement de l'infini qui est un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et oui, mais moi, ça me fait réagir, je te l'exprime et toi, ça te fait réagir. Et au bout d'un moment, on en arrive à trouver ce point central qui fait qu'on peut satisfaire les besoins des deux. Et c'est en ça où la communication bienveillante a tout son sens. C'est qu'on n'est pas à essayer de faire des compromis. Le compromis, c'est on a deux besoins et celui qui crie plus fort que l'autre, eh ben, ses besoins seront satisfaits et l'autre va éteindre ses besoins. Là, on est plus dans, OK, tu as tes besoins, enfin, j'ai mes besoins et les tiens sont aussi importants que les miens et j'ai envie que nos deux besoins soient satisfaits. Comment on peut trouver une troisième voie pour satisfaire nos deux besoins? Donc, l'intention, elle est là et pour pouvoir faire ça, ça demande de se connecter à soi et à l'autre.
pour faire passer le courant, il faut brancher la prise. Tout à fait. Yes, merci. Quelques idées reçues et donc on va passer assez brièvement là-dessus. Et c'est ce que tu as exprimé, Maxime. On pense souvent que la communication bienveillante, c'est quelque chose de bisounours, mais en fait, non. C'est que moi, en tant qu'ingé, j'aimais bien optimiser les systèmes et je me rends compte que de passer par ce type de communication, ça maximise mes chances d'obtenir ce que je veux, c'est-à-dire que mes besoins soient satisfaits. Et en même temps, c'est aussi gagnant-gagnant parce que ça aussi maximise les chances que les besoins de l'autre soient entendus et potentiellement satisfaits. Donc c'est tout sauf bisounours, c'est quelque chose de très concret et pragmatique pour vivre ensemble de manière joyeuse. Et donc voilà la première idée reçue. La deuxième, c'est en une heure, j'ai tout compris et j'ai compris la recette magique et ça marche à tous les coups. Là encore, c'est vraiment au-delà d'une technique, c'est un art de vivre et ça vient, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça vient challenger nos systèmes de pensée actuels et sortir de certaines croyances, etc. Donc c'est vraiment un art de vivre et ça se pratique au quotidien. C'est un processus à appliquer au quotidien. Et voilà, Maxime, comme moi, comme les personnes qui en font depuis 20 ans, chaque jour tombe encore dans certains pièges de réflexes. Et donc, c'est vraiment à pratiquer au quotidien. Et donc, en une heure, l'enjeu, c'est de vous donner quand même quelques clés. Et c'est le troisième idée reçue, c'est qu'il faut être un expert pour en tirer des bénéfices. Non, et c'est pour ça qu'en une heure, on a vraiment l'intention de vous donner des clés très pratico-pratiques, des premiers pas concrets pour tirer des bénéfices de ce type de communication sans encore être un expert. Et pour être expert, c'est un peu comme une nouvelle langue à apprendre. C'est pas en une heure de cours qu'on va parler de manière, qu'on va être fluent. Et du coup, par rapport à ça, en fin d'atelier, on vous présentera une opportunité pour justement pratiquer et vivre, parler cette langue pendant une semaine entière, avec Maxime et moi. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais à la fin, on pourra en parler. Heu voilà quelques idées reçues. Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, Max? Ouais, je rebondis juste sur la CNV, c'est un truc de bisounours. J'entends souvent ça et j'ai juste envie de préciser que la communication non violente, c'est pas de la communication non colère. Et bien souvent, on se dit: «Ah, j'ai été en colère, j'ai pas été CNV». Non, non, la colère, ça peut s'exprimer de façon bienveillante. L'idée, c'est que du moment qu'il n'y a pas de reproche, de critique, de «je veux mettre du pouvoir sur toi, j'essaye de faire en sorte que tu culpabilises», je peux exprimer une colère saine et dire tout simplement: «Écoute, là, je suis en colère, j'ai besoin de calme, donc je vais m'isoler un peu». Voilà, il n'y a rien de mauvais de dire quelque chose comme ça et au contraire, la colère a une intensité qu'il est important de faire comprendre. Donc c'est pas le monde des bisounours où on essaye de tous se parler comme s'il y avait des fleurs autour de nous. Voilà, il peut y avoir des fleurs et être en colère, ça marche aussi. OK, s'il y a des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. J'en ai pas vu encore pour l'instant. Lucie, est-ce que tu en as repéré? Alors, on avait alors, il n'y a pas eu de questions. Merci à tous pour les retours. Et je me permets simplement de faire remonter une remarque de Béatrice qui disait que la communication bienveillante est plus difficile à mettre en place face à une personne rigide. Mmh. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce commentaire? Hmm. Eh bien, je peux réagir. La communication bienveillante, je me l'applique essentiellement à moi-même avant de communiquer. Et déjà, à cet endroit-là, c'est comment moi m'apaiser par rapport à une situation. Et déjà, c'est 80% du temps de pratique de la communication bienveillante pour moi-même. Comment vivre les choses plus sereinement. Ensuite, dans un second temps, oui, je rejoins complètement. C'est plus facile de pratiquer la communication bienveillante avec des personnes qui ont des intentions bienveillantes, avec aussi la conscience que chacun fait du mieux qu'il peut pour essayer de satisfaire ses besoins avec les moyens qu'il a. Et si quelqu'un dans son éducation a toujours reçu des jugements, des critiques et qu'il a l'impression que c'est comme ça qu'on exprime de l'amitié, de l'amour ou de la reconnaissance, ça va être plus compliqué. Il y a des conditionnements qui sont difficiles en face. Et si à certains moments, je m'aperçois que mon besoin, c'est de me protéger et de mettre de la distance avec cette personne, eh bien, c'est en ça, la communication bienveillante va m'aider tout simplement à choisir de mettre de la distance et ça me convient très bien. Si c'est mes émotions qui me le disent, eh bien, c'est un choix conscient et ça me va, quoi. J'espère que ça répond un peu à la question. Oui, merci et c'est aussi en ça pour moi que pour faire le lien avec la question de Françoise derrière, faire face à quelqu'un de têtu et cetera.
bah, en fait, c'est de pas forcément essayer que l'autre soit dans un mode de communication, et on ne peut pas, avec la communication bienveillante, faire changer l'autre ou que l'autre se comporte de la manière dont on aimerait. Tout ce qu'on peut, c'est vraiment se réapproprier euh, notre pouvoir et nos émotions, et nous, si l'action, ça peut être, en fait, on va pas faire changer l'autre, mais si nous, on essaie d'entendre l'autre, alors malgré sa colère, malgré le fait qu'il ne soit pas dans une intention constructive, et qu'on arrive à saturation, bah, en fait, c'est de se revenir à soi et de mettre de la distance avec l'autre en conscience que voilà, il fait de son mieux avec les moyens qu'il a. Nous aussi, on fait de nos mieux avec nos capacités et les moyens qu'on a, et que si nous, on a envie de vivre des relations bienveillantes et de ne pas tomber dans la violence, mais que l'autre nous y invite et qu'on n'arrive pas à rester bienveillant, bah oui, on peut se préserver de ces relations. Me permet simplement Ouais. d'intervenir. Peut-être qu'aussi un point qui peut aider, c'est que l'approche de la communication bienveillante fait qu'on ne prend pas la colère des autres personnellement et qu'on arrive à mettre de la distance, comme le disait Maxime avec son collègue et sa copine, c'est de dire, OK, j'entends une colère, elle n'est pas liée à moi, elle est liée à un besoin qui n'est pas résolu chez la personne en face de moi. Et donc, du coup, ça permet de prendre une certaine distance et de mieux vivre aussi ces moments qui sont difficiles. Yes, merci, merci. Et du coup, juste avant d'enchaîner pour aussi vous faire découvrir la suite, répondre rapidement à Christiane, comment communiquer avec une personne centrée sur ses besoins. Une des clés, en fait, pour faire entendre ses besoins, quand on a la disponibilité nécessaire, c'est d'être profondément à l'écoute de l'autre et de lui donner de l'empathie, d'écouter ce qu'il vit, ses besoins, de potentiellement les reformuler. On verra ça dans la troisième partie, mais de dire: «Ah oui, toi, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça», et cetera. Et en fait, souvent, c'est là où c'est très beau, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme si on a tous un grand besoin d'empathie et d'être rejoints, d'être écoutés, et que si on arrive euh, à rabord, bah derrière, on va avoir plus l'élan d'être à l'écoute de l'autre, parce que d'offrir à l'autre ce qu'il nous a offert, c'est-à-dire de l'écoute et une écoute sur les besoins. Et ça marche pas toujours, mais en tout cas, c'est déjà un pas concret d'être à l'écoute des besoins de l'autre, et peut-être à un moment de se dire: OK, bah, tu vois, ça fait un quart d'heure qu'on échange, j'ai bien compris tes besoins, et cetera. Est-ce que c'est aussi OK que moi, je te partage un peu comment je vis les choses et ce dont j'ai besoin? Heu et ça peut être une proposition comme ça qui reste ouverte. Voilà. Je propose d'enchaîner, tac, peut-être tenter de oui, donc Françoise, effectivement, et c'est très souvent ce qu'on fait, et on va le voir, dans la suite, c'est que en fait, nos émotions et ce qu'on vit et nos besoins nous appartiennent, et si on a une seule responsabilité sur terre, c'est de prendre soin de nos émotions et de prendre la responsabilité de ce qu'on vit et des besoins. Et on est dans une culture où on se déresponsabilise, très vite quand on est petit. Ben, quand tu es enfant à l'école, heu, bah, je t'aime si tu as des bonnes notes, ou «Ah bah là tu as pas été sage à l'école, donc je suis en colère». Et donc on croit qu'on est très vite, on est dans un mode de langage où on a l'impression petit qu'on est responsable des émotions de papa, de maman, heu, au travail, alors que pas du tout. On est responsable de ce qu'on vit, on va le voir pourquoi, et en quoi chaque, émotion, sentiment sont liés à nos besoins personnels. Et donc en fait, quand on s'exprime, on parle toujours de soi, et c'est comme ça qu'on peut se prémunir potentiellement de la colère ou de la potentielle toxicité des autres personnes. C'est de se rattacher, en fait, si cette personne communique comme ça, c'est qu'elle, elle vit un profond mal-être, et que c'est sa manière maladroite d'exprimer ses besoins. Marshall Rosenberg, fondateur de la CNV, disait la violence est l'expression tragique de besoins insatisfaits. Et donc, ça veut dire qu'en fait, quand on parle, même de manière violente, on parle de nous. Et donc, ça peut nous permettre, c'est une clé en tout cas, pour prendre de la distance avec ces personnes qui vont potentiellement pas du tout être dans des intentions de relations bienveillantes. Elles font de leur mieux avec ce qu'elles peuvent, et que souvent, si elles sont violentes, c'est qu'elles vivent mal les choses, et qu'elles sont. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui, des fois, m'aide à me relier en empathie avec eux. Ouais, Max? Ouais, juste rapidement, j'entends que toutes nos réponses sont évidemment très théoriques et que Mm. la communication bienveillante, c'est quelque chose que j'ai appris à vraiment percevoir quand j'en ai vécu l'expérience.
Et c'est en vivant des expériences d'écoute empathique, d'être écouté en empathie, de colère, de transformer une colère en sentiment et en besoin, en vivant vraiment ces expériences que j'ai commencé à percevoir à quel point ça pouvait avoir un intérêt. Donc là, les réponses sont, j'imagine, difficiles à mettre en pratique dans votre quotidien. Et l'invitation, c'est de vivre un petit peu des morceaux d'expérience. Et c'est ce qu'on souhaite vous proposer pour la suite. Excellente transition, Max. Du coup, merci pour toutes ces premières questions. Donc ça, c'est le bonhomme OSBD, de la communication non violente, juste pour très imagé pour dire, en fait, souvent quand on parle, on est dans notre tête. L'idée, c'est de descendre sur nos sentiments pour aller, c'est la connexion pour aller jusqu'à nos besoins profonds où on peut se rejoindre et se connecter les uns aux autres. Et que c'est là où on veut vous emmener. Bien sûr, il y a énormément de subtilité dans ce processus, de ne pas tomber dans des jugements, des évaluations, des stratégies au lieu de besoins, des exigences au lieu de faire des demandes. Et on n'aura pas le temps de tout aborder maintenant. Ce qu'on vous propose pour justement vivre un peu ça, c'est l'étape de rentrer en soi, et donc c'est au niveau des sentiments et des besoins. Et donc, pour ça, l'invitation, écouter ses émotions et comprendre ses besoins. Et donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant dans la suite. Et un petit cas concret, alors qu'on va faire de manière très brève pour avoir le temps de pratiquer. Vous avez peut-être dans votre contexte actuel au travail cette phrase qui arrive, soit que vous devez exprimer, soit que vous entendez, il est temps de revenir au bureau. Et donc là-dedans, c'est juste pour mettre un peu de conscience de comment certaines personnes peuvent le vivre et comment se rejoindre par rapport à ça. Je peux être en colère parce que déjà on m'a dit de partir du bureau et j'ai pas eu mon mot à dire, et maintenant on me dit de revenir au bureau et j'ai pas l'impression que j'ai mon mot à dire. Du coup, moi j'ai besoin de considération, de respect, de pouvoir m'exprimer et d'autonomie dans mes choix et de travailler en autonomie. Donc là, en vivant de la colère, ou je peux avoir peur parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'interaction et que j'ai besoin de confiance en moi et dans mes capacités à renouer de l'interaction avec des collègues que j'ai pas vus en vrai depuis longtemps. Ou je peux être triste parce que finalement j'aimais bien être complètement chez moi. J'ai découvert que c'était agréable de passer du temps avec mes enfants et ma famille souvent. Et donc j'ai ce besoin d'équilibre de vie qui potentiellement ne sera plus nourri. Et donc je suis triste et inquiet par rapport à ça. Et derrière, je peux aussi être réjoui parce que j'ai pas vu mes collègues depuis longtemps et que je suis enthousiaste et que ça va nourrir mon besoin de partage, de connexion, de convivialité, d'appartenance au collectif. Voilà pour ce petit exemple pratique au niveau des sentiments et des besoins. Lucie, ouais. Et oui, je me permets juste de revenir sur peut-être la méthode que du coup tu as utilisée, et peut-être pour remettre une petite couche. L'idée, c'est de toujours commencer par les faits. Qu'est-ce qui s'est passé de façon neutre et objective? Donc là, en l'occurrence, c'est un mail qui dit que il va être temps de revenir au bureau, ou bien votre manager qui vous appelle pour vous demander de rentrer au bureau. Ça, c'est toujours les faits. C'est toujours essayer d'exprimer les faits de façon neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, sans jugement. Ensuite, du coup, d'exprimer ses sentiments. Donc là, Lewis le disait, ça peut être de la colère. On voit, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de liberté, ou bien peut-être que j'ai besoin de connexion, et mieux l'intégrer. Et la connexion, ça marche aussi à distance. On n'a pas forcément, ça a un peu bugué à la fin, Lucie, quand tu t'es exprimée. Du coup, oui, et je suis passé peut-être un peu vite parce que c'est vrai que c'est assez. Enfin, j'ai l'habitude et en même temps, j'ai envie de vous le faire vivre. Donc, l'invitation, si c'est pas clair, de poser vos questions et on en reviendra à la fin de la partie. Parce que là, on arrive au moment que je préfère, c'est à la pratique. Oui, c'est les photos de petits chats que je préfère. Du coup, et vous pouvez réagir dans le chat, c'est comment vous vous sentez quand. Donc là, la situation est comment vous vous sentez maintenant, pendant ce webinaire. Et donc, vous pouvez mettre en fonction de vos émotions du moment, si vous vous sentez plus comme le chat numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 9. Ok, merci Sonia. Le 9. N'hésitez pas à partager comment vous vous sentez maintenant. Ok, le 5. Oui, le 5 est. Après manger, le 5 est assez fréquent aussi.
Ok, 6, 9, 1. Ok, merci. Merci. Et du coup, c'est juste pour déjà mettre en lumière que dans une même situation, on partage tous un temps ensemble. Et ben, on a tous des émotions assez différentes, qui des fois se rejoignent et des fois peuvent être vraiment différentes. Maintenant, si je vous dis comment vous sentez quand, quand votre chef vous invite, si votre chef là vient et vous dit bon, j'ai réservé une table demain midi pour aller manger au resto ensemble demain midi. Comment vous sentez dans cette situation? Ok, 2, 8, 3. Donc, on a des gens plutôt tristes, à des gens plutôt en colère, en passant par des gens super réjouis. Ok, merci. Donc, gardez précieusement cette émotion. On va en avoir besoin pour la suite, pour l'associer justement à des besoins. Parce que, comme vous pourrez le percevoir, merci pour les petites blagues. En fait, les émotions, ce sont des informations qui sont des indicateurs, un peu comme des clignotants sur un tableau de bord, pour, exprimer si nos besoins sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits. Si c'est des émotions plutôt agréables, comme le 3, youpi, c'est sûrement qu'on a des besoins en nous qui vont être satisfaits par la situation. À l'inverse, si on est plutôt en colère, c'est qu'il y a peut-être des besoins qui ne seront pas satisfaits par la situation. Et donc, la puissance de ce processus, c'est que pour certains, c'est de se reconnecter à ses émotions. Pour d'autres, ça peut être de lier ces émotions OK, on a ces émotions, qu'est-ce qu'on en fait? De réussir à les accueillir et de les associer à des besoins parce que du coup, c'est là où on va reprendre du pouvoir d'action et qu'on va pouvoir réajuster notre vie pour réajuster par rapport aux besoins qu'on a envie de vivre. Voilà, je le fais très court. Max, tu veux illustrer ce point-là? Eh bien, je vais essayer d'être très rapide. Pour moi, c'est l'élément fondamental de la communication bienveillante. C'est-à-dire que derrière des émotions, il y a des besoins. Et en fait, ce sont nos besoins qui génèrent nos émotions. Ça change tout. C'est-à-dire que si je suis en colère, j'ai pas envie de ressentir la colère. C'est pas agréable la colère. Alors j'ai envie de la mettre dans la cocotte minute, sous le tapis et de pas la ressentir. Si maintenant je m'aperçois que je suis en colère parce que j'ai besoin d'être écouté, ou je peux aussi être en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance. Je peux aussi être en colère parce que j'ai besoin de sens dans ma vie. Je peux être en colère parce que j'ai besoin de respect. Et vous voyez, je peux être en colère parce que j'ai besoin d'aide. Et en fait, à partir du moment où je viens mettre le besoin en lien avec l'émotion, alors il y a un mouvement qui se crée. Si je m'aperçois que je suis en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance, je peux aller voir mon patron et lui dire hey, est-ce que ce que je fais en heure sup, c'est utile ou pas là? Si je suis en colère parce que j'ai besoin de soutien, je peux aller demander du soutien. Mais si je ne suis pas en lien avec mon besoin, je me dis je suis en colère, je mets ça de côté et je continue dans la vie. Mais au bout d'un moment, ça va me rattraper en fait. Donc le lien entre l'émotion et le besoin va permettre de mettre du mouvement et de transformer l'émotion. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'aller vers le besoin. Voilà, Allons, excellente transition. Merci Maxime, allons vers le besoin. Et donc, les besoins, on a tous des besoins fondamentaux depuis qu'on est bébé et on ne va pas sourire ou pleurer ou être joie pour avoir une prime ou pour faire plaisir à papa ou maman. Et là, on peut voir un bébé souriant qui a sûrement nourri son besoin de jouer en interaction avec la caméra, comme un autre bébé à droite plutôt calme et serein qui est sûrement nourri son besoin de repos, de réconfort, de douceur, et un bébé plutôt triste ou peut-être en colère qui a certainement pas mal de besoins qui ne sont pas satisfaits en ce moment. Donc voilà sur ça. L'invitation, c'est par rapport du coup à comment vous vous sentez quand votre boss vous invite à manger demain midi au restaurant. Quels sont les besoins, si vous étiez plutôt dans des émotions agréables, les besoins qui pour vous étaient nourris, et si les besoins étaient désagréables, quels sont les besoins qui n'étaient pas nourris, pas satisfaits? Et donc là, l'invitation, c'est pareil, vous pouvez partager euh, euh, les besoins, euh, les besoins qui étaient satisfaits ou insatisfaits. Euh, Invitation là. Et peut-être que vous pouvez mesurer que c'est pas si simple de mettre des, euh, des mots en fait sur nos besoins. Et effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Parfois, on est partagé. Oui, merci Béatrice. Et même souvent, on est partagé. Et donc ça, c'est une des clés. C'est
on a plein de besoins qui peuvent se manifester en nous et qui peuvent cohabiter. Et, et qui du coup, des fois paraissent un peu contradictoires et c'est des besoins de surface et donc on ne va pas rentrer dans les détails sur ça, mais on peut vivre plusieurs émotions à la fois on peut être à la fois joyeux parce que, on est ravi de manger au restaurant et on peut être aussi, inquiet, parce qu'on n'a pas envie de discuter avec son boss pendant 3 heures pendant 1 heure. Donc ça peut être partagé. Maxime, je vois non, je Non. sais, j'étais en question. OK. Donc, pour approfondir merci, sur les besoins, on va passer à la pratique et donc, là, on va faire un exercice en 3 étapes, heu, autour de la communication et donc la première étape, ça va être, de connaissance de soi, donc on va revenir à soi pour après s'exprimer à l'autre et l'autre va écouter et on va échanger comme ça. Les 3 piliers de la communication, c'est ça, c'est connaissance de soi, expression de soi, écoute de l'autre et souvent, les tensions, viennent d'incompréhensions, et beaucoup au travail et encore plus à distance, qui peuvent, si elles ne sont pas traitées rapidement, dégénérer en conflit et en fait, les incompréhensions sont seulement la résultante de mal exprimés et ou de malentendus et donc si on est plus clair sur son expression et qu'on est plus attentif sur son écoute, on peut éviter un nombre incalculable d'incompréhensions. Voilà pour les clés sur pourquoi on parle de communication bienveillante. Et donc, on passe tout de suite à la pratique. Première étape, dans votre travail à l'heure actuelle, l'invitation, ça va être d'identifier les besoins qui sont nourris en vous. Et pour ça, on va vous laisser 2 minutes et on va vous donner une liste pour vous aider. Et l'invitation, du coup, c'est de mettre par écrit tous les besoins qui sont satisfaits en vous en ce moment dans ce que vous vivez au travail. Est-ce que c'est assez clair sur la consigne? OK, je vois un petit pouce ou des têtes qui se hochent, je vois des têtes aussi un petit peu perplexes. Heu, OK, oui, ça a l'air assez clair. Donc je vous laisse, avancer. On vous a partagé une petite liste, de besoins il y en a plusieurs qui existent et donc l'idée, c'est que c'est des besoins fondamentaux que nous partageons tous et qui peuvent s'exprimer de plein de manières différentes, mais que nous avons tous en commun. Donc l'invitation, si tu me permets, Lewis, de reformuler, c'est de prendre un petit temps pour soi, de prendre 2 minutes pour essayer de noter, tiens, quels sont mes besoins satisfaits en ce moment dans mon travail. C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie, la connaissance de soi. Et une fois que vous aurez fait ce petit exercice, l'idée, ce sera de le partager avec quelqu'un. Et donc, l'intention, c'est aussi que vous puissiez voir une liste de vocabulaire de besoins pour que ça élargisse votre spectre de discernement. Donc, chacun peut prendre un petit temps pour lire ça et noter ce qui lui parle. Satisfait, pour l'instant, ce sont les besoins satisfaits, oui. Mmh. C'est peut-être écrit un peu petit. Heu, Vous pouvez aussi taper, besoins CNV sur internet. Vous avez aussi, tout de suite une liste de besoins qui apparaît si c'est trop petit, pour vous là à l'écran. OK, merci Christiane de nous les partager, en bonus, et l'intention après c'est pas forcément de les partager dans le chat, ce sera de le partager et de les exprimer à une autre personne et donc maintenant que vous avez fait cette première étape et c'est OK si vous n'avez pas forcément eu le temps de tout lister, pour le moment. La deuxième étape, c'est, de, prendre un temps aussi pour, identifier quels, besoins spécifiques, pourraient être nourris au travail et ne le sont pas actuellement. Et donc c'est là où on est plus sur des besoins cibles. Ah oui, bah oui, merci Christiane, oui, tu es en open space, du coup, tu pourras pas faire partie de l'exercice. OK Max, je te laisse clarifier si besoin. Moi, je vais m'occuper de préparer les sous-salles. Est-ce que tu peux remettre du coup la slide avec les Ah besoins? oui, bien vu, ouais. Yes, merci. Hop là. Super. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher vos besoins qui ne seraient pas satisfaits, ou on peut dire tout simplement des besoins qui auraient envie de vous dire: «Eh oh, j'existe, moi j'aimerais bien que tu fasses un peu plus attention à moi». Peut-être un besoin de sens, un besoin d'affirmation de soi, un besoin de confiance en soi, un besoin d'accomplissement.
Ce qui vous parle, ce sont des besoins qui vous disent, si tu me nourrissais, je serais davantage heureux, heureuse. Et on vous laisse un peu de temps pour lire ça et noter ce qui résonne pour vous. Et puis pour celles et ceux qui auraient terminé, vous pouvez vous poser la question, tiens, déjà comment je me sens quand j'observe ces besoins et essayer de voir, tiens, quelle émotion ça génère chez vous de reconnaître tous ces besoins satisfaits dans un premier temps et dans un second temps, comment vous vous sentez à reconnaître ces besoins qui ne sont pas satisfaits et qui sont un peu en train de vous demander de l'attention. Et si jamais vous ne pouvez pas participer et que vous êtes avec un autre binôme qui peut participer, écoutez-le et juste une fois que vous avez terminé, revenez en groupe. Ça peut être tout simplement ça. Avant que tu les envoies dans les salles, la consigne, l'idée c'est que vous soyez à deux, qu'il y ait une personne qui s'exprime. Voilà, moi mes besoins satisfaits, ce sont les besoins de ceci, besoin de cela, mes besoins insatisfaits, c'est ça. Et puis d'essayer de vous questionner sur comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous fait de reconnaître ça. Et celui qui écoute, je vous invite à ne pas être dans le conseil ou la thérapie sauvage ou ce genre de choses, mais juste être dans l'écoute, permettre à la personne en face d'exprimer ça. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez échanger et on va vous laisser 2 fois 2 minutes 30, quelque chose Ouais, comme ça. c'est ça. Merci à toutes et à tous, je crois que tout le monde est en train de revenir. Euh, on arrive sur bientôt la fin du webinaire, du coup, n'hésitez pas à nous partager comment vous sentez maintenant après avoir pris ce temps-là. Et si vous y avez perçu des bénéfices, à les exprimer aussi dans le chat. Ravi de voir et du coup de constater que du coup des caméras se sont allumées pour l'échange aussi. Bon, j'espère que vous aviez toutes et tous un binôme à l'écoute. Donc on a essayé de faire de notre mieux pour ça. Donc comme je le disais, je vois que certaines personnes arrivent, donc n'hésitez pas à partager comment vous vous sentez maintenant avec votre numéro de petit chat suite à l'échange. Ah, je vois des personnes en jouer, donc ça fait plaisir. Ah, et je vois des têtes connues aussi derrière leur caméra. Bon, merci pour ça. Donc, enfin, et pour être très bref sur les bénéfices, souvent, en fait, on se rend compte que c'est pas si souvent qu'on peut s'exprimer pendant plus de 2 minutes sans être interrompu et que ça fait souvent du bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vivre et en même temps, d'écouter l'autre sans l'interrompre et sans être dans un enjeu de le conseiller, le consoler ou de trouver une solution pour lui. C'est aussi assez agréable en général. Donc voilà, c'était l'intention de vous faire goûter des bénéfices très concrets à, en fait, si au quotidien, sans faire de la communication bienveillante au sens large, ne serait-ce que d'offrir aux autres un temps d'écoute attentif et qui peut être en mode écoute active, c'est déjà un super cadeau que vous pouvez leur faire. Ouais, Max? Ouais, très rapidement, dans les bénéfices, s'il y a une chose à retenir de cette heure passée ensemble, c'est que derrière des sentiments, il y a des besoins. Et le simple fait d'aller chercher régulièrement le besoin qui est à l'origine de cette émotion, ça peut déjà faire un bien fou parce que ça vous permet de clarifier, de mettre du mouvement sur l'émotion et c'est la base de la communication bienveillante. Mmh. Et que même si des fois certains besoins vont être difficilement satisfaits rapidement, en fait, de reconnaître un besoin, c'est déjà un bénéfice et on dit souvent qu'un besoin a plus besoin d'être reconnu que d'être satisfait et donc de les reconnaître, c'est déjà une super étape pour se soulager et s'apaiser d'émotions qui peuvent être assez vives.
Pour conclure, en gros, l'enjeu de la communication bienveillante, c'est d'être conscient que dans un dialogue, en fait, si on regarde la même chose, on peut être sujet à beaucoup d'incompréhension et de revenir à soi et d'aller au niveau des besoins. C'est là où on va se rejoindre et se connecter les uns aux autres et vivre des relations apaisées. Ça, c'est une petite image qui nous plaît bien et donc l'enjeu, en tout cas, dans les interactions avec les autres, déjà la première invitation, comme l'avait dit Maxime tout à l'heure, c'est si vous voulez pratiquer, essayez de pratiquer déjà avec vous en auto-empathie. C'est déjà, même après une semaine entière de pratique, c'est aussi ce qu'on conseille, de commencer par pratiquer avec soi et de commencer à être à l'aise sur mettre des mots sur des émotions et des besoins, déjà pour soi. C'est vraiment l'invitation. Et derrière, si vous êtes dans une posture d'écoute, d'éviter de conseiller, de nier, d'enquêter, de diagnostiquer ou de ramener à soi, mais plutôt de se connecter à ce que l'autre dit et donc d'être dans une écoute attentive. Je vous laisse savourer la petite citation de Marshall Rosenberg: quelle est la distance la plus longue distance que l'homme ait jamais parcourue? Et c'est en ça que pour nous, c'est une aventure, une exploration intérieure. C'est 45 cm, la distance entre sa tête et son cœur et ses besoins. Voilà, du coup, si vous voulez pratiquer plus, donc on va aussi être concis sur ça pour peut-être essayer de prendre une question ou deux à la fin. Avec Maxime, on organise des stages entiers pour pratiquer la communication bienveillante et comme on le rêve d'un monde où on vit tous dans cette communication bienveillante, l'invitation, c'est une immersion pendant 6 jours pour vraiment apprendre cette langue étrangère qui est notre langue naturelle mais qu'on a déconstruite dans un cadre convivial, ludique et intense au cœur de la campagne bordelaise. Et donc, c'est 6 jours en immersion. Pour ça, Lucie, je veux bien que tu mettes le lien dans le chat. Si vous êtes intéressé pour vivre ce type d'expérience, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. C'est un formulaire de préinscription. On a une première date prochainement. Il nous reste 5 places disponibles, je crois. Du coup, si vous voulez vraiment participer et découvrir ça et que vous êtes dispo bientôt, vous pouvez vous préinscrire. Et si vous n'êtes pas dispo bientôt, mais que vous aimeriez participer à un stage un jour comme ça, n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire de préinscription afin que vous soyez les premières et les premières informées et que vous puissiez avoir une place et bénéficier de, de cet espace pour pratiquer la communication bienveillante en profondeur, dans un rapport au temps bien plus doux que ce qu'on peut vivre dans une heure de webinaire. Mmh. Voilà, Max, est-ce que tu veux ajouter quelque chose au niveau du stage ou en conclusion plus large? J'ai juste envie de vous partager que les participants de ce genre de stage, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de possibilité de retour. Une fois qu'on a goûté, une fois qu'on a découvert la communication bienveillante sur au moins 3 jours, après, il y a une conscience émotionnelle, il y a une vision du monde qui est un peu différente. Alors, je suis toujours le même gars qu'avant, c'est juste que j'ai une conscience de mes émotions, des émotions des autres qui est un peu différente. J'apprends à m'écouter et je sais un peu plus vers quoi j'ai envie d'aller. J'écoute tout simplement mon mode d'emploi intérieur, ma boussole intérieure. Et ce que j'observe, c'est que les participants qui sortent de ces stages, que ce soit ceux qu'on anime avec Lewis ou d'autres stages, ressortent exactement avec la même chose. Et donc, c'est s'offrir ça un temps dans une vie et ensuite, ça a une transformation sur sa vision des relations à soi, aux autres et à la vie, quoi. Donc, c'est pas magique, mais c'est quelque chose pour lequel j'aurais envie de. J'aimerais que ce soit partagé à l'école pour changer le monde en une génération. Voilà. Clairement, clairement. Et je partage ça. Et moi, je suis reparti de ma première semaine d'immersion avec ce rêve que ce que j'avais vécu sur cette semaine, ça ne soit pas une semaine dans ma vie, ni une semaine dans mon année, mais la majeure partie de mes semaines dans chaque année. Et donc, d'organiser ce genre d'événement maintenant pour transmettre aussi ça, pour moi, c'est une manière de vivre dans le monde dont je rêve chaque semaine de ma vie. Donc, si vous voulez participer à ça, la prochaine qu'on va vivre avec Max, c'est du 26 juin au 2 juillet. Et il y en aura bien sûr d'autres, donc n'hésitez pas à remplir le petit formulaire pour être dans les premières informées. On arrive à 14h30. Ouais, Max, juste avant de te laisser la main, j'ai encore personnellement un peu de temps pour répondre à certaines questions. Donc, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Donc, si vous avez encore un petit peu de temps, on peut prendre ce temps-là pour répondre aux questions. Ouais, Max?
Eh bien, c'était exactement ça. Je vois une question de Françoise. Quel est le contenu du stage, s'il vous plaît, l'ordre du jour ou plutôt de la semaine? Je vais essayer de répondre rapidement. L'idée, c'est qu'on arrive le samedi. La première journée, le samedi et le dimanche, sont faits pour créer de la cohésion. On essaye de passer du jeu individuel au nous. On forme un groupe pour ensuite apprendre les grandes phases de la communication bienveillante. Auto-empathie, se comprendre soi, un peu ce que l'on vient de faire, mais en beaucoup plus approfondi. Ensuite, on apprend la communication, comment exprimer ce que je ressens. Et enfin, comment écouter l'autre avec empathie. Une fois qu'on a ces trois grandes clés, on apprend à travailler sur de la colère, on apprend à travailler sur des situations précises, on apprend à sortir du jugement, on va apprendre à revenir à un langage responsabilisant. Enfin voilà, il y a plusieurs points comme ça. Et systématiquement, c'est de la mise en pratique où on va se mettre en binôme, en trinôme pour essayer de pratiquer. Et il y a quelques petits jeux ludiques pour voilà, avoir des prises de conscience qui ne soient pas que de la théorie. Sachant que dans tout ça, il y a aussi des temps libres. Dans les 6 jours en immersion, on mange ensemble, on dort sur place. Il y a aussi des temps libres pour laisser décanter tout ça. C'est aussi des temps pour apprendre à connaître les uns et les autres. Ce sont des temps aussi pour partager. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui ont des connaissances en sophrologie ou autre. Et donc, ça permet de partager. C'est presque une semaine de vacances où on en apprend sur soi, sur les autres et on repart avec une bande de nouveaux copains bienveillants et ça fait du bien généralement. Voilà un peu pour la réponse. Oui, et dans un cadre, j'ai essayé de vous illustrer, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais dans un cadre au cœur de la campagne où il y a vraiment de l'espace, des animaux, une piscine aussi. Enfin, ça peut vraiment être une semaine de vacances et en même temps, c'est quand même assez intense à vivre. On vit vraiment pleinement une semaine riche en émotions et en clés de conscience et en apprentissage pour le reste de sa vie. Et effectivement, le cadre est vraiment très, très chouette. Vous pouvez demander à Lucie qui a eu l'occasion de venir plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des jeux de rôle, notamment dans des contextes difficiles? Après, là-dessus, sur cette semaine, après, bien sûr, s'il y a des situations qui sont particulièrement difficiles, ça peut être aussi l'occasion d'échanger ensemble là-dessus et que ça soit accueilli et qu'on puisse rejoindre nous aussi dans les grands groupes, apporter des clés par rapport à des situations particulièrement difficiles. Donc, effectivement, ça rentre pleinement dans le stage. Sur les vignes, ah oui, d'accord, oui, c'est bon, quelqu'un a vu les vignes. Donc, on voyait bien mon écran. Ok. Je n'ai pas l'impression de voir d'autres questions, Lucie. En fait, il y avait juste eu plusieurs remarques dans le chat pendant que vous parliez que j'avais gardées pour la fin. Et il y avait notamment une crainte que l'autre ne comprenne pas ou refuse d'entendre notre besoin. Je voulais savoir si vous vouliez réagir sur ce commentaire. Difficile de répondre à cette question parce que bien souvent, en fait, on apprend aussi à exprimer son besoin de façon dénuée de toute mini-forme de violence insoupçonnée. Et bien souvent, des participants me disent bah oui, mais moi j'exprime mon besoin et l'autre il comprend pas. Et en fait, j'entends des besoins. Je vous donne un exemple un peu gras, mais j'aurais besoin que tu changes, ou j'aurais besoin que tu arrêtes, ou j'aurais besoin que tu te taises. Et vous voyez, ça c'est pas un besoin, c'est en fait c'est un désir de changer l'autre. Je dis pas que c'était ça la question. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on apprend à vraiment enlever toutes les petites formes de violence que l'autre pourrait recevoir, ça permet que l'autre entende vraiment un besoin et qu'il n'entende pas une critique. Et à partir du moment où on arrive à faire en sorte que l'autre entende vraiment un besoin et non pas une critique, un jugement ou autre, ce que j'observe d'expérience, c'est que même si sur l'instant, il va réagir dans ses habitudes à crier ou choses comme ça, avec le temps, il a entendu le besoin et son attitude va aller dans le sens de contribuer à mon bonheur. Ça n'est pas magique, ça n'est pas une obligation, mais on a tous un besoin qui est fondamental, c'est le besoin de contribuer au bonheur de l'autre. Le bonheur, c'est quoi? C'est avoir des émotions agréables. Avoir des émotions agréables, c'est quoi? C'est avoir des besoins satisfaits. Donc, quand j'exprime un besoin à l'autre et que l'autre n'entend pas un désir de le changer,
alors au bout d'un moment, il a cette envie de nourrir un peu ce besoin. Encore une fois, ce n'est pas magique, c'est plus systémique. Oui, c'est un processus qui demande du temps et souvent, si c'est dans des relations qui fonctionnent dans une certaine dynamique depuis longtemps, ça peut effectivement prendre du temps pour que l'autre entende vraiment parce qu'il a tellement l'habitude de se dire: «Non, mais il y a que des jugements, que des jugements, que des jugements», que, ça peut vraiment prendre, du temps et en même temps, la première intention, c'est que de faire de votre mieux pour nouer la connexion, pour brancher la prise et que votre intention reste de se connecter et de rejoindre l'autre et ça veut dire ne pas que l'autre, n'est pas obligé de faire les pas de son côté. Hem et donc ça, c'est aussi accepter ça, parce que tant qu'on lâche pas prise sur le résultat, sur «je veux, me connecter à toi particulièrement» ou «je veux que tu entendes ce que j'ai à dire», bah, l'autre, il y a toujours une forme d'injonction qui reste et qui fait qu'il va garder un peu de distance avec l'autre. Donc ça nécessite vraiment et c'est ça qui nécessite beaucoup de pratique et qui est vraiment de l'ordre de la subtilité, de, d'être clair avec soi, dans sa demande et de faire de son mieux, de faire sa part et d'accepter que l'autre, en tout cas pour le moment, n'est pas prêt ou n'a pas les moyens pour faire la sienne. Ouais, Max? Merci Lewis pour cet apport et je rebondis juste. Bien souvent, si l'autre n'est pas capable d'entendre mon besoin, c'est que lui-même, il a un besoin qui est insatisfait. Et donc, ce qu'on apprend aussi, c'est l'écoute empathique. Et si je vois qu'en face, il n'est pas à l'écoute, alors il a un besoin qui est insatisfait et je vais commencer par l'écouter lui si je suis disponible moi-même. Et si je l'écoute lui et que j'arrive à reformuler, OK, donc si je comprends bien, toi, en fait, tu es en colère parce que tu aurais vraiment ce besoin-là. Ah ouais. Et là, il se sent soulagé. Peut-être le petit soulagement que vous avez pu ressentir à reconnaître vous-même vos propres besoins. Quand j'aide l'autre à reconnaître ses besoins, ensuite, il devient de nouveau à l'écoute des miens. Donc, il y a l'idée de, à certains moments, quand je vois que exprimer, ça ne fonctionne pas, c'est écouter la solution. En tout cas, la stratégie qui peut peut-être, nouer la connexion, c'est que si lui est pas prêt à se rejoindre l'autre d'abord, l'écouter pendant, pour que lui, au moins son besoin d'écoute et d'attention soit de considération soit nourri. Ça optimise les chances que derrière, il soit dans une posture, il rouvre ses oreilles et qu'il soit à l'écoute aussi de vous. Et on aurait plein de On peut continuer pendant une situations semaine, hein, il y a pas de souci. à vous présenter. Ce serait Je veux Heu, juste finir par une dernière remarque, parce que vous parliez d'écoute empathique. Il y avait quelqu'un qui disait: «Il est difficile de ne pas donner les bons plans qu'on connaît» et peut-être vous laisser réagir, rapidement sur l'écoute n'est pas donner des conseils ou prendre la parole, c'est écouter en silence. Hmm. et Si vous voulez réagir oui, dessus. alors, là-dessus, effectivement, en fait, à partir du moment où on va donner un conseil, sans que l'autre ait demandé un conseil, c'est que quelque part, on va nourrir un besoin à soi et on va pas être dans la connexion à l'autre parce que peut-être nous, on a besoin de s'exprimer, mais l'autre, tant qu'il a pas demandé de conseil, c'est pas ça dont il a besoin, et donc ça vient pas nourrir la connexion et pour moi, l'autre point qui est important, et qui est puissant et qui, moi, m'aide à me taire et à éviter de conseiller, c'est vraiment cette conscience que si on conseille tout le temps quelqu'un et ça peut être le cas notamment avec potentiellement des enfants, heu, bah, c'est quelque part déresponsabilisant ou peut-être, ça implicitement c'est, je n'ai pas forcément confiance dans tes capacités à trouver des solutions par toi-même et en tout cas, de laisser l'autre, d'être dans cette posture d'écoute sans conseiller, c'est aussi d'être, confiant et de dire: «Je t'écoute et je t'accompagne pour, toi exprimer, ce que tu vis et les besoins qui vivent en toi» et après tu es la meilleure personne, qui a toutes les clés pour nourrir tous ces besoins et trouver les stratégies, qui pour ça. Et donc de conseiller, c'est, de enlever un peu cette capacité à l'autre de trouver des solutions par lui-même. C'est un peu l'enjeu de, bah, si tu veux, nourrir, quelqu'un, est-ce que tu lui donnes un poisson? Est-ce que tu lui apprends à pêcher? Et donc, pour moi, c'est vraiment de garder ça en conscience que le meilleur soutien qu'on peut avoir, c'est pas de donner un conseil rapide, mais c'est plutôt de prendre le temps et effectivement, ça demande plus de temps et de disponibilité. Prendre le temps, que l'autre, aille à sa solution par lui-même et de rester présent avec lui sur ce chemin. Voilà, qu'est-ce qui en quoi ça me fait réagir sur cet enjeu pour justement éviter d'être dans le conseil
Et souvent, en fait, et culturellement, c'est ça, on a tendance à croire que ce qu'on a besoin, c'est d'une solution immédiatement et on cherche des solutions, etc. Alors que des fois, on a besoin de ça, mais bien souvent, on a besoin d'attention et d'écoute euh, et pas forcément de conseils. Est-ce que ça répond un peu pour toi, Lucie? Est-ce que Max, tu veux rebondir? Ok. Donc, tout est clair. Je dirais Eh bien, simplement que c'est en faisant l'expérience d'une écoute empathique pure que j'ai perçu les bénéfices à recevoir de l'empathie. Et c'est ensuite que j'ai acquiescé justement à l'intérieur de moi-même pour pouvoir moi-même me mettre à donner de l'empathie plus que des conseils. Et aujourd'hui, j'ai la joie des fois d'avoir une amie qui me dit « Ah, j'en peux plus, c'est compliqué. » Et juste, je lui porte un tout petit peu d'attention en relançant un peu « T'en as marre et t'aimerais bien que les choses changent ?» Et elle me dit oui. Et ensuite, je porte juste mon attention à ce qu'elle ressent plutôt qu'à ce qu'elle dit. Et pendant 20 minutes, elle déroule. Et au bout d'un moment, elle me dit « Oh là, qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec toi ?» Et j'ai absolument rien dit, mais j'ai juste porté mon attention à ce qu'elle ressentait. Et je crois que c'est ça l'empathie. Et il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots. Et je pense qu'avant, j'aurais passé beaucoup de temps à la conseiller, à lui dire quoi faire, comment faire. Tu devrais quitter ton mec, c'est pas quelqu'un pour toi, gna gna gna. Et là, en fait, juste en l'écoutant, elle prend ses décisions par elle-même et ça lui convient mieux. merci. Je vois, en tout cas, vous êtes encore au moins 3 en présence derrière votre écran. Je ne sais pas pour les autres, on est 15 participants, je ne sais pas forcément où sont les autres. Et moi aussi, j'aimerais que la commission se partage dans les écoles. Oui, bah, merci Pascal, on partage ce rêve et on a envie d'y contribuer concrètement. Déjà en accompagnant quelques enfants quand on en a l'occasion, Maxime de son côté, moi aussi, par d'autres biais. Et ensemble, on l'a fait aussi sur une semaine entière. Est-ce qu'il vous reste des... Comment? J'allais dire, est-ce qu'il y en a qui ont, on n'est plus très nombreux, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'ouvrir leur micro pour partager quelque chose, ou est-ce que vous avez envie de partager quelque chose sur le chat? Curieux de savoir comment vous avez vécu cet instant. Et, J'allais dire au revoir, moi. Ça Non, fait plaisir de l'entendre. Voilà. Non, c'était un peu une parenthèse, une bulle. Là, on s'est posé, ça a fait du bien, voilà, de ce que j'ai ressenti. Et oui, pas de jugement. Et c'est vrai qu'on est tout le temps, on mentalise. Et du coup, là, ça faisait bien de se poser, de se recentrer sur soi. Et c'est vrai que ça ouvre d'autres portes aussi. Après, ça permet d'aller encore plus loin. Donc, très bien. Super, merci Anne-Laure. Merci Anne-Laure. Merci pour ce retour vocal. Réjouissant également. Y a-t-il d'autres personnes qui auraient envie de s'exprimer? Oui, moi je voulais aussi donc Françoise, je suis responsable santé-sécurité dans un groupe industriel. Moi je vous remercie effectivement sur ce cours, parce que je trouve que c'est court quand même. Je suis frustrée, vous voyez. Mais sur ce témoignage, et effectivement sur le besoin, c'est le cas de le dire, d'être capable d'identifier le besoin qu'il y a sur une émotion. Et très souvent, moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de situations en fait, dans lesquelles je suis mal à l'aise. Et je pense que ce sentiment de malaise, d'ailleurs, ça vient aussi de la difficulté à identifier le besoin. Probablement de trouver aussi la réponse pour essayer enfin, quand je dis la réponse, c'est probablement les propos pour y trouver un moyen de le satisfaire, mais simplement déjà d'identifier le besoin qui n'est pas rempli. Je trouve que c'est finalement beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine. Et après, je pense malgré tout que dans les échanges qui peuvent être parfois difficiles, il y a quand même derrière une cartographie ou une représentation que la personne peut avoir. Et je ne suis pas convaincue que la seule communication non violente permette d'améliorer sensiblement les choses. Expérience à vivre. Merci pour ton partage, Françoise.
Je crois que dans la première question, tu as la réponse à la deuxième, à mon sens. C'est-à-dire que déjà, le simple fait, en tout cas, je vais m'exprimer plus clairement, je perçois très clairement la difficulté que ça peut être de mettre le mot sur le besoin. Et déjà, rien que ça change ma communication. C'est-à-dire que si je ne suis pas au clair avec moi-même et que je suis un petit peu mal à l'aise, je vais donner un exemple très précis. Hier, j'ai donné une formation, c'était juste sur 2 heures et j'étais frustré de ça. Ma formation ne s'est pas passée comme habituellement. Une fois que j'ai fait de l'auto-empathie et que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais agacé et frustré parce que le donneur d'ordre ne m'a donné que 2 heures alors qu'il a vécu une formation sur 3 jours et il a perçu à quel point 3 jours étaient essentiels. Du coup, je m'aperçois que je suis frustré parce que j'aurais un besoin de reconnaissance par rapport à l'importance de la pratique. Une fois que j'ai clarifié ça, là, je me suis apaisé et j'ai pu me mettre en lien avec ma formation de 2 heures. Et donc, du coup, quand je suis arrivé dans ma formation d'après, j'étais beaucoup plus apaisé et ça s'est mieux passé. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas tant ce que je vais communiquer, mais c'est plutôt ce que je vais avoir clarifié à l'intérieur de moi qui fait que je vais me sentir davantage disponible. Et ce n'est pas tant ce que je fais ou ce que je dis qui va avoir de l'importance dans la relation, c'est plutôt ce que je suis. Et si à l'intérieur de moi, c'est de la frustration, ça va se sentir. Si à l'intérieur de moi, c'est clair, c'est apaisé, ça va se sentir différemment. Donc, je crois qu'il y a énormément qui se joue à cet endroit-là dans l'auto-empathie, avant que ce soit dans l'expression. Et en tout cas, j'ai vu énormément de situations qui semblaient, je ne sais pas si ce mot existe, irrésolvables, qui Insolvable. finalement ont trouvé, solvables, merci, qui ont trouvé une voie de connexion entre deux personnes et qui finalement se sont finies joyeusement, quoi. Donc, ravi de voir que ça attise ta curiosité en tout cas. Ah oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment de partage. Et, Et et puis, merci à toi. et puis peut-être à une prochaine, un Avec prochain joie. moment. Mais malheureusement, le stage, moi, je ne serai pas disponible, mais j'imagine que ça doit être fort intéressant. Et il y en aura d'autres aussi, du coup, n'hésite pas, si ça t'intéresse d'être informé des prochains. La dernière question, c'est je ne suis pas dispo, mais je peux. Du coup, ça nous permet, nous, de recontacter en priorité les personnes particulièrement intéressées qui nous ont déjà rencontrés pour leur communiquer nos prochains stages en direct. Une question triviale aussi, les prix de vos stages, ils sont indiqués où? Et du coup, alors, on ne l'a pas mis tout de suite pour un souci de clarté et de ne pas transmettre trop d'informations à la fois. Demain, Ouais. vous aurez le lien, et peut-être on peut le mettre maintenant. On vous donnera le lien vers le stage avec le déroulé qui explique tout et comment ça marche. L'idée, c'est une participation libre et consciente. Donc, tout est écrit et tout est détaillé là-dessus. L'intention pour nous, c'est que ça soit, comme on aimerait le diffuser largement, que ça soit accessible à tous, indépendamment de ses ressources. Et en même temps, du coup, d'inviter ceux qui ont des ressources à aussi contribuer pour que d'autres personnes aient l'occasion de vivre ce qu'ils ont vécu et que nous, on puisse vivre de cette activité pour continuer de la diffuser. Donc voilà en quelques mots les intentions sur la participation. Donc ça reste très accessible. Et Lucie vient de partager, si tu vas aller jeter un coup d'œil, D'accord. le stage et tous les détails sur la page AppyQuest. Demain, vous aurez aussi les informations pour aller sur Marche tes paroles et d'autres stages que Maxime peut organiser par ailleurs. Voilà, et du coup, il y a une question de Julia où, en l'écoutant, je me suis senti touché et quelque part un peu. Enfin, déjà, merci de partager une situation qui, je suppose, mais en tout cas, moi, si je la vivrais, me mettrait dans un profond inconfort et je sens que je vivrais beaucoup de colère par rapport à ça. Et en même temps, du coup, partager parce que j'aurais l'élan de t'apporter, entre guillemets, des solutions. Et pour moi, dans des situations comme ça, il y a l'invitation, encore une fois, c'est déjà de se connecter à soi et qu'est-ce que ça nous fait vivre et d'accueillir ce qu'on vit. En tout cas, moi, c'est une des clés que j'apporterais par rapport à ta situation sur
Je la partage si les autres ne l'ont pas sous les yeux. Comment une assistante peut rester empathique envers son responsable quand il décide de la licencier suite à une restructuration de l'entreprise qui souhaite réduire les charges. Hmm. Ouais, vas-y. Difficile. Oui. Difficile. En fait, tu ne peux donner de l'empathie à quelqu'un que si toi-même tu as reçu suffisamment d'empathie. Donc, c'est déjà être au clair, enfin, prendre un temps avec soi-même pour se dire comment je me sens et peut-être que je vais imaginer de l'empathie, hein, mais peut-être que si j'étais à ta place, je me sentirais en colère, frustré, énervé, j'aurais peut-être même la rage, j'aurais un besoin de reconnaissance. Il y a peut-être quelque chose en moi qui me dirait que j'ai un besoin de justice, un besoin de vivre dans un monde meilleur et prendre un temps pour aller en profondeur avec tout ça. Et seulement après, ça devient possible de se dire, OK, lui, comment il se sent et de quoi il a besoin. Il a peut-être reçu une information qui était, on a besoin de restructurer, il faut que tu dégages 3 personnes et c'est moche. Et lui, de son côté, peut-être qu'il s'est senti très mal à l'aise et qu'il doit être mal à l'aise parce qu'il a un besoin peut-être de cohérence entre ses valeurs et ce que lui demande l'entreprise. Et il doit être peut-être tiraillé, hein, dans les choix qu'il a à faire. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent venir à cet endroit-là, mais ça n'est pas possible d'envoyer de l'empathie à quelqu'un si toi-même tu n'as pas suffisamment de disponibilité. Pour avoir de la disponibilité, ça demande de s'envoyer de l'auto-empathie ou de recevoir de l'empathie par une écoute empathique. Donc, difficile, et peut-être que après tout ce discernement, le besoin qui pourrait apparaître, c'est ok, je suis frustré, j'aurais besoin d'aller de l'avant ou besoin de changement. Et en tout cas, en écoutant les émotions et en essayant d'aller percevoir les besoins, ça peut déjà apporter juste un peu d'apaisement sans forcément solutionner. Merci, ouais, merci Max. Et du coup, par rapport à la précision sur que c'est pas ta situation personnelle, mais une situation que tu as pu voir, en gros, bah, pour le premier pas, si toi, tu as envie de potentiellement soutenir la personne, c'est d'être à son écoute d'accueillir ça comme le Max l'a souligné. Souvent, le premier besoin déjà, c'est de recevoir de l'empathie par rapport à la situation qu'on vit, souvent quand elle est difficile et qu'on n'est pas forcément capable de la recevoir soi-même en auto-empathie. Du coup, heu soit en fait, et comme toi, tu vois, là où on ressent souvent un grand inconfort, c'est de se dire: «En fait, moi, je n'ai pas de solution à t'apporter et je ne vais pas pouvoir te redonner ton emploi. Donc en gros, je me sens un peu inutile et démuni face à ta situation. Comment je peux t'apporter du soutien? Bah, j'en ai aucune idée». Et en fait, on on se rend pas compte malheureusement à quel point simplement être présent, accueillir l'autre dans ce qu'il vit, être à son écoute attentive, sans le consoler, sans le conseiller, mais juste être présent, et potentiellement, si tu t'en sens à l'aise, de reprendre ses émotions et de pointer sous forme de questions, bien sûr. Est-ce que tu aurais besoin de ça comme Maxime a essayé de le faire en se mettant en connexion dans cette situation? C'est profondément soutenant. C'est profondément soutenant que d'être accueilli dans toutes ses frustrations, dans son désespoir et de rester que quelqu'un soit présent et soit à l'écoute de soi et accueille tout ça. Ça apporte déjà beaucoup de soulagement. Sans apporter de solution, bien sûr, mais en fait, à ce moment-là, peut-être que cette personne, elle a pas besoin de solution. Pour l'instant, elle a besoin d'accueillir les nouvelles, de digérer ça et de comprendre ce qui se vit en elle pour, aussi exprimer, lâcher la colère, lâcher les craintes, lâcher les tristesses, comprendre ce qui se joue et potentiellement après retourner, rebondir et aller de l'avant. Mais il y a tout un processus de deuil, et de gestion du changement à accueillir, et plus on accueille les émotions pendant ce temps-là et que des personnes sont aptes à le faire avec nous, plus on peut aller rebondir plus facilement après. Hein, Max, je te voyais. Et Julia, si du coup, c'est pas ta situation, mais que c'est la situation d'une amie, est-ce que d'une certaine manière, tu te sens un peu démunie et tu aurais besoin d'apprendre à développer ton écoute empathique? Je ne sais pas si tu réponds à Lewis en direct ou si tu réponds dans le Il y a chat. pas de réponse pour l'instant. Il y a pas de réponse. Oui, bah oui.
Donc, Maxime, tu pratiques l'écoute empathique ou quoi? Bien. Merci pour ce partage, Julien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Ok. Et merci Véronique de ta présence encore. Et je vois des fois ton sourire réagir, etc. Et merci d'être encore avec nous après une demi-heure après le timing défini préalablement. Merci merci Julia, merci Véronique. Et, Merci Lucie. en effet, merci Lucie, merci Lewis, merci David. Merci Lucie, merci à vous. Avec De joie. rien, c'était un plaisir. Merci à tout le monde.